À travers le monde, il existe des artefacts qui continuent de déconcerter les spécialistes. Des objets qui défient la logique, semblent déplacés dans le temps ou simplement ne s'intègrent pas aux connaissances actuelles. Ces vestiges énigmatiques, découverts dans des tombeaux anciens, enfouis sous des couches de terre ou immergés pendant des millénaires, résistent aux explications faciles et continuent de stimuler notre curiosité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 8 découvertes archéologiques véritablement intrigantes. Des épées millénaires qui demeurent tranchantes et exemptes de rouille. Des disques d'origine inconnue dont la finalité reste débattue. Des poignards forgés avec des fragments de météorites. Des parchemins couverts de symboles indéchiffrables. Des technologies aussi anciennes que mystérieuses. Chacune de ces pièces a inspiré des théories, suscité des discussions et continue d'alimenter la quête de réponses. Nous allons explorer ce qui rend chacune de ces trouvailles si spéciales, étranges ou simplement inexplicables. Il est temps de découvrir les 8 découvertes anciennes qui défient toute explication. Préparez-vous à des histoires qui vont stimuler votre imagination et remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le passé. Le disque énigmatique de Sabu. Toutes les découvertes archéologiques ne correspondent pas aux clichés des vases élégants, des bijoux dorés ou des tombes scellées. De temps en temps surgit quelque chose de si inattendu, de si hors contexte, que cela semble défier les certitudes historiques. C'est le cas du mystérieux disque de Sabu, un artefact dont la forme intrigante alimente des débats depuis sa mise au jour. L'histoire remonte à 1936, au cœur du désert égyptien. L'égyptologue britannique Walter Bryan Emery dirigeait alors des fouilles dans la tombe du prince Sabu, un noble ayant vécu vers 3100 avant Jésus-Christ, au début de la civilisation égyptienne. En ouvrant une petite chambre funéraire, l'équipe trouva des vases en céramique, des ornements en ivoire et des outils en bronze. Des objets typiques d'un enterrement royal, mais parmi eux se trouvait quelque chose de totalement différent. Un disque en schiste. Avec un diamètre d'environ 61 cm, l'artefact surprenait par sa délicatesse et son design singulier. Un orifice central, 3 lames courbes et symétriques, ainsi qu'un bord fin qui le maintenait légèrement surélevé, lui donnait l'aspect d'un volant ou d'une hélice, un objet qui semblerait plus à sa place dans un atelier moderne que dans une tombe de l'ancien empire égyptien. La précision impressionne. Celui qui l'a sculpté maîtrisait non seulement l'art de tailler la pierre, mais aussi des principes d'équilibre et de symétrie. Depuis sa découverte, de nombreuses théories ont vu le jour, certaines plus plausibles, d'autres franchement fantaisistes. Une hypothèse répandue suggère que le disque aurait eu une fonction symbolique ou cérémonielle. La culture égyptienne regorge d'objets mystiques, et la pièce pourrait représenter le pouvoir ou avoir été utilisée lors de rituels. Cependant, elle ne comporte ni inscription ni icône religieuse, confirmant cette fonction, ce qui rend sa signification encore plus obscure. D'autres chercheurs imaginent un usage fonctionnel, peut-être comme partie d'un ancien mécanisme. Sa forme rappelle un ventilateur ou un composant rotatif, ce qui a conduit certains à supposer qu'il aurait été fixé à un axe. Mais aucune preuve de technologie rotative n'existe dans l'Égypte de cette époque, ce qui laisse cette hypothèse au rang de pure spéculation. Certains y voient aussi une pièce décorative, créée pour démontrer une maîtrise technique ou un statut social. Mais une question se pose. Pourquoi fabriquer quelque chose d'aussi complexe uniquement pour l'ornement? Des ingénieurs et sculpteurs modernes ont tenté de reproduire le disque avec les outils de l'époque. Ils ont découvert que recréer cette pièce est extrêmement difficile, même avec les technologies actuelles. Cela suggère que les artisans égyptiens étaient peut-être bien plus avancés que nous ne l'imaginons. Aujourd'hui, le disque de Sabu est conservé au musée égyptien du Caire, où il continue d'attirer des regards curieux et des expressions de perplexité. Malgré les nombreuses hypothèses, son but demeure un mystère, un fascinant rappel qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur le passé humain. Peut-être qu'une future fouille mettra au jour un objet similaire qui aidera à résoudre l'énigme. D'ici là, le disque demeure une provocation silencieuse, défiant la logique moderne et évoquant l'ingéniosité des civilisations anciennes. Qu'il s'agisse d'un symbole sacré, d'une pièce fonctionnelle ou d'une œuvre d'art, il reste l'un des grands mystères non résolus de l'Antiquité. Pierre de précision. Impossible, le mystère de Puma Punku. De l'Afrique à l'Amérique du Sud,
nous arrivons dans les terres élevées et venteuses de la Bolivie, où repose l'un des sites archéologiques les plus énigmatiques de la planète, Puma Punku. Situé à plus de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer, près du lac Titicaca, l'endroit fait partie du vaste complexe archéologique de Tiwanaku. Son nom dans la langue aymara signifie « porte du Puma », bien que son origine demeure incertaine. Alors que Tiwanaku est célèbre et animé, Puma Punku exerce une attraction silencieuse et profonde, marquée par un travail de pierre impressionnant et des questions sans réponse. Le site a attiré l'attention des chercheurs au début du XXe siècle, mais il était déjà connu des peuples locaux bien avant. Ce qui le distingue d'autres constructions précolombiennes, c'est l'usage de pierres extrêmement dures, comme l'andésite et le grès, travaillées avec une précision qui frôle l'incroyable. Certaines de ces pierres pèsent plus de 100 tonnes et présentent des coupes droites, des angles parfaits et des rainures exécutées avec une exactitude qui impressionne même les ingénieurs contemporains. Il n'est pas rare que des visiteurs comparent ces structures à des œuvres réalisées avec des outils modernes. En effet, des spécialistes de la taille de pierre reconnaissent qu'avec la technologie attribuée à l'époque, il aurait été extrêmement difficile, sinon impossible, d'atteindre une telle perfection. Cela place les historiens face à un dilemme fascinant. La civilisation Tiwanaku, à qui l'on attribue la construction de Puma Punku, a prospéré entre les années 500 et 950 après Jésus-Christ, se distinguant par une agriculture avancée, une céramique raffinée et des rituels religieux complexes. Toutefois, elle n'a laissé aucun écrit expliquant comment ces œuvres furent réalisées, laissant place à des théories allant de l'archéologique solide au spéculatif audacieux. L'hypothèse la plus acceptée est que les bâtisseurs utilisaient des outils manuels en cuivre ou en bronze, combinés à des abrasifs comme le sable, sculptant et polissant les pierres avec patience. Le transport des énormes blocs aurait été réalisé à l'aide de traîneaux, de rampes et de cordes, mobilisant de grands groupes de travailleurs pendant des années ou des décennies. Malgré cela, la précision des assemblages reste une énigme. Ces lacunes nourrissent des théories alternatives sur des technologies perdues ou des savoirs anciens disparus. Bien que beaucoup manquent de fondements scientifiques, elles maintiennent vivant le débat autour du site. La disposition des pierres renforce le mystère. Contrairement à d'autres constructions de Tiwanaku, avec temples et plateformes plus conventionnelles, Puma Punku semble avoir été conçu de manière modulaire. Les blocs s'emboîtent comme les pièces d'un gigantesque puzzle de pierre, suggérant une intention architecturale bien plus complexe qu'un simple empilement. La fonction originelle de la structure demeure incertaine. Certaines hypothèses évoquent un palais royal, d'autres un observatoire astronomique, un centre cérémoniel ou un temple symbolique. Beaucoup de pierres présentent des motifs géométriques et des gravures complexes qui rappellent des symboles ou un langage primitif dont le sens s'est perdu au fil du temps. Un autre point intrigant est l'abandon soudain du site. Vers le Xe siècle, la civilisation Tiwanaku s'est effondrée, laissant des œuvres inachevées et des villages désertés. Des changements climatiques, des conflits internes ou un manque de ressources ont pu y contribuer, mais aucun témoignage ne l'explique clairement. Aujourd'hui, celui qui visite Puma Punku voit des blocs partiellement sculptés et des matériaux dispersés comme si les bâtisseurs étaient repartis précipitamment. L'endroit est un symbole culturel important pour la Bolivie et fait partie du patrimoine national, préservé par des initiatives gouvernementales et culturelles. Le mystère continue d'attirer l'attention internationale. Documentaires, publications et forums discutent de théories sur son origine, sa fonction et sa construction. Même les idées les plus spéculatives témoignent du pouvoir de ces pierres à éveiller l'imagination humaine. Comparé à des monuments comme Stonehenge ou les murs de Sacsayhuaman, Puma Punku se distingue par une précision technique quasi mécanique et par son apparence modulaire. Des études modernes comme des scans laser confirment cette exactitude, mais n'offrent toujours pas de réponse définitive sur la manière dont une telle sophistication fut atteinte. Le sarcophage noir scellé, le mystère souterrain du Sérapéum de Saqqara. Laissant derrière nous les forêts européennes et l'éclat stellaire du disque de Nebra, notre voyage nous ramène au berceau des grandes civilisations, l'Égypte. Plus précisément au désert brûlant de Saqqara, près de la pyramide à degrés de Djéser. Sous le sable, caché pendant des millénaires, repose l'un des lieux les plus énigmatiques de l'ancienne Égypte,
le Sérapéum de Saqqara, un vaste complexe souterrain de tunnels et de chambres taillées directement dans la roche solide, construit pour abriter de colossaux sarcophages en granit noir et en basalte, dont l'origine et la fonction intriguent encore les chercheurs. Le Sérapéum fut redécouvert en 1850 par l'archéologue français Auguste Mariette. Suivant une rangée de sphinx partiellement ensevelis, il trouva une entrée scellée qui conduisait à un monde souterrain surprenant. Là, parmi des couloirs étroits et des chambres silencieuses, son équipe mit au jour l'une des découvertes les plus fascinantes de l'égyptologie, 24 gigantesques sarcophages de pierres massives, sculptés avec une précision déconcertante. Chacun de ces sarcophages pèse de 60 à 100 tonnes, sans compter les couvercles, certains dépassant 30 tonnes à eux seuls. Outre la taille monumentale, c'est la finition qui impressionne. Surface polie, angle droit et ajustement si précis qu'une lame de rasoir ne pourrait s'insérer entre le couvercle et la base. Et tout cela, supposément réalisé il y a des milliers d'années, sans technologie moderne. L'explication traditionnelle affirme que ces sarcophages servaient à l'inhumation des taureaux apis, animaux sacrés de la mythologie égyptienne, manifestation vivante du dieu Ptah et plus tard d'Osiris. Chaque taureau mort aurait été momifié et enterré avec des honneurs dignes de la royauté, transformant le Sérapéum en un mausolée dédié exclusivement à ces animaux divinisés. Mais l'énigme commence lorsque l'on examine l'intérieur des chambres. Beaucoup de sarcophages étaient vides, aucun signe de restes mortels, d'offrandes funéraires ou d'inscriptions explicatives, des éléments pourtant communs dans les sépultures cérémonielles égyptiennes. Cette absence déconcertante souleva de nouvelles questions. Avaient-ils été pillés dans l'Antiquité, jamais utilisés, ou préparés pour une fonction symbolique encore inconnue? D'autres chercheurs, moins convaincus par la version traditionnelle, soulignent la finition impeccable et l'étanchéité hermétique des sarcophages. Ces caractéristiques évoquent des chambres de confinement, suscitant des hypothèses audacieuses. Auraient-ils servi à contenir des substances rares, des textes sacrés, des artefacts rituels ou même des instruments perdus d'une importance inimaginable? Le grand obstacle pour toute théorie est l'absence de documents écrits. L'ancienne Égypte était méticuleuse dans ses annotations, mais rien n'a été trouvé décrivant directement la construction ou l'usage spécifique des sarcophages du Sérapéum. Un autre point intrigant est le défi logistique. Comment transporter des pierres de dizaines de tonnes à travers des tunnels étroits, souterrains, et encore les ajuster avec une telle précision? Le granit et le basalte sont des matériaux extrêmement durs, difficiles à travailler même aujourd'hui. Pour les sculpter, polir leur surface et ajuster leurs couvercles avec exactitude, les anciens Égyptiens auraient dû disposer de méthodes que nous ne comprenons pas encore totalement. On sait qu'ils utilisaient des scies de cuivre, des abrasifs à base de sable et des techniques de levier et de rampe. Mais transporter et installer ces pièces gigantesques à l'intérieur d'un labyrinthe souterrain creusé manuellement dans la roche semble frôler l'impossible. Aujourd'hui, ceux qui visitent le Sérapéum découvrent des couloirs sombres et des structures colossales dans un silence absolu, comme si elles gardaient des secrets jamais révélés. Pour les archéologues, ces sarcophages sont plus qu'un exploit extraordinaire d'ingénierie. Ils sont une énigme qui remet en question le récit officiel sur les capacités technologiques de l'ancienne Égypte. Même face à des théories audacieuses et à des spéculations, le Sérapéum demeure l'objet d'études intenses. Des scientifiques, des ingénieurs et des historiens analysent mesures, matériaux et méthodes de construction afin de comprendre comment une civilisation si ancienne a pu atteindre des dimensions, des poids et des niveaux de précision qui rivalisent avec l'ère industrielle. Qu'il s'agisse d'une tombe symbolique, d'une chambre de protection ou de quelque chose d'encore inconnu, le sarcophage noir du Sérapéum nous rappelle que, aussi loin que nous progressions technologiquement, le passé garde des secrets qui échappent encore à notre compréhension. L'épée inoxydable de Gujian, un trésor de la Chine antique. De l'Égypte à l'Extrême-Orient, nous arrivons en Chine antique pour découvrir une autre énigme, l'épée de Gujian. Près du manche de cette lame millénaire, les archéologues ont trouvé une inscription claire de 8 caractères anciens, qui traduit disait quelque chose comme « faite pour l'usage personnel du roi de Yue ».
Cette phrase relie l'épée au légendaire roi Gujian, figure centrale de l'état de Yue entre 496 et 465 avant Jésus-Christ. Cette association directe à un personnage historique a fait de l'épée de Gujian une pièce d'une valeur immense pour les spécialistes de l'histoire dynastique chinoise. Le roi est rappelé comme un chef tenace et un stratège brillant. Après une défaite humiliante face à l'état de Wu, il a enduré des années d'adversité avant de restaurer le pouvoir et l'honneur de son royaume. Une épée aussi raffinée symbolisait non seulement une arme, mais aussi l'autorité, la richesse et la puissance militaire. Encore aujourd'hui, on ne sait pas avec certitude si le roi lui-même a brandi la lame au combat ou si elle a été créée comme objet cérémoniel pour exhiber le statut, le prestige ou servir de présent diplomatique. Dans le contexte de l'armement chinois ancien, l'épée de Gujian présente des similitudes avec d'autres lames de bronze retrouvées dans des sépultures d'élite. Il était courant que les tombeaux de personnes de haute position sociale contiennent des armes méticuleusement façonnées, reflétant leur prestige de leur vivant. L'état de conservation remarquable de cette pièce est dû, en partie, aux conditions exceptionnelles de son ensevelissement. La lame était enveloppée dans un fourreau de bois parfaitement scellé, réduisant drastiquement l'exposition à l'humidité et à l'air. Le procédé métallurgique utilisé pour la création de l'épée intrigue encore les spécialistes. On sait déjà que les artisans maîtrisaient des techniques avancées de fonte et de manipulation des alliages de cuivre, contrôlant les proportions d'étain, de plomb, de fer et de soufre pour créer un mélange résistant et durable. Même aujourd'hui, reproduire la précision et l'équilibre de cette épée demeure une tâche complexe, ce qui renforce le niveau de sophistication atteint par les anciens maîtres chinois. Actuellement, l'épée de Gujian est exposée au musée provincial du Hubei, protégée par des conditions environnementales contrôlées. Les visiteurs peuvent l'admirer derrière une vitre de sécurité, face à un lien physique avec le passé de la Chine. L'inscription sur la lame et la documentation précise de sa découverte offrent une rare connexion directe avec un personnage historique connu, conférant à l'épée non seulement une valeur archéologique, mais aussi une immense importance culturelle. Pourtant, les spécialistes continuent d'enquêter sur les raisons exactes pour lesquelles cet alliage de bronze a si bien résisté à la corrosion, alors que des artefacts similaires n'ont pas survécu. L'explication la plus acceptée est que la composition du métal combinée avec l'environnement scellé de la tombe a créé des conditions idéales de préservation. Mais, en l'absence de registres détaillant le processus de fabrication, il ne reste que des analyses techniques et des comparaisons archéologiques. L'épée de Gujian n'est pas seulement une lame tranchante et bien préservée, elle reflète l'ingéniosité, le symbolisme et la complexité culturelle d'une civilisation millénaire. À mesure que les recherches progressent, les spécialistes espèrent que de nouvelles découvertes révéleront davantage sur les techniques de forge employées, ainsi que sur les artisans et les guerriers qui ont donné forme et sens à des artefacts comme celui-ci. L'ordinateur grec ancien, l'énigme mécanique d'Anticythère. Laissant derrière nous les mystères consignés sur parchemin, nous traversons mer et siècles jusqu'au fond de la Méditerranée, où repose l'une des découvertes les plus surprenantes de la technologie antique. Le mécanisme d'Anticythère, un artefact ingénieux qui défie toutes les attentes concernant le savoir technique de la Grèce antique. Tout commença au printemps de 1900, lorsque des plongeurs grecs, surpris par une tempête près de la petite île d'Anticythère, jetèrent l'ancre et décidèrent d'explorer les récifs. Ce qu'ils découvrirent fut une épave millénaire remplie de statues de marbre, d'objets de luxe et d'éléments métalliques préservés. Parmi ces artefacts, un bloc de bronze corrodé allait se révéler comme l'une des découvertes archéologiques les plus extraordinaires de l'histoire. D'abord ignoré, le bloc attira l'attention quelques mois plus tard, lorsque des engrenages dentés et des inscriptions énigmatiques apparurent sous des couches de corrosion. La conclusion était claire. Il s'agissait d'un mécanisme mécanique sophistiqué, chose impensable pour la période où il aurait été construit, entre 150 et 100 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui reconnu comme le premier ordinateur analogique de l'histoire, le mécanisme d'Anticythère impressionne par sa complexité. Les techniques modernes d'imagerie, comme la tomographie par ordinateur et les rayons X, ont révélé plus de 30 engrenages reliés avec une précision millimétrique, conçus pour calculer les positions astronomiques
avec une exactitude étonnante. Le mécanisme pouvait simuler les mouvements du Soleil, de la Lune et de 5 planètes visibles à l'œil nu, prédire les éclipses solaires et lunaires, suivre les cycles du zodiaque et même marquer les dates d'événements importants du monde hellénique, tels que les Jeux olympiques. L'ingénierie derrière cet artefact est si avancée que de nombreux chercheurs pensent qu'elle s'inspire des enseignements d'Hipparque ou d'Archimède, bien que l'auteur reste inconnu. Il est possible qu'il ait été construit dans des centres de savoir tels qu'Alexandrie ou Rhodes, véritable foyer de la connaissance hellénistique. Même fragmenté, le mécanisme d'Anticythère continue de fasciner scientifiques, historiens et ingénieurs. Il révèle que l'Antiquité classique possédait un degré de sophistication mécanique bien au-delà de ce que l'on imaginait. Et peut-être, parmi les ruines submergées, existe-t-il encore d'autres machines prêtes à réécrire notre compréhension du génie humain? La coupe de Lycurgue, quand la Rome antique jouait avec la lumière. En quittant les mystères non déchiffrés de la Crète minoenne, nous arrivons dans la Rome antique. Cette fois non pour parler de textes énigmatiques, mais d'un artefact qui intrigue scientifiques et historiens pour une autre raison. Ses propriétés optiques extraordinaires. Connue comme la coupe de Lycurgue, cette pièce unique fut créée par des artisans romains au IVe siècle après JPC et se distingue par un phénomène visuel rarissime. Elle change de couleur de manière impressionnante selon le type d'éclairage. Le calice fut documenté pour la première fois au XIXe siècle dans la collection de l'aristocrate français Lionel de Rothschild. Son origine antérieure demeure incertaine, bien que beaucoup pensent qu'il ait été trouvé lors de fouilles menées en territoire romain au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la coupe est exposée au British Museum, où elle fascine les visiteurs par sa beauté inhabituelle et son comportement presque magique. À première vue, il s'agit d'un calice élégant d'environ 16 cm de hauteur, orné de délicates sculptures en relief. La scène représente le mythe du roi Thrace Lycurgue, qui osa défier Dionysos, le dieu du vin. Comme châtiment, il est emprisonné par des vignes. Une métaphore puissante de la soumission à la nature et aux dieux, thème central dans la culture romaine. Ce qui rend véritablement la pièce extraordinaire est sa capacité à changer de couleur. Sous une lumière diffuse et ambiante, la coupe montre un ton vert jade opaque. Lorsqu'elle est éclairée par l'arrière, comme si la lumière venait de l'intérieur, elle se transforme en un rouge rubis éclatant et translucide. Un spectacle visuel digne du monde moderne, mais produit il y a plus de 1600 ans. Ce phénomène, appelé dichroïsme, est extrêmement rare parmi les objets anciens. La science moderne a montré qu'il résulte de la présence de nanoparticules métalliques, or et argent, incorporées à la matrice vitreuse de la coupe. Ces particules, plus petites qu'un virus, interagissent avec la lumière différemment, selon sa direction, provoquant le changement de couleur. Nous savons aujourd'hui que cela représente une forme de nanotechnologie primitive, exigeant un contrôle raffiné du mélange des matériaux et du chauffage. La question se pose alors. Les Romains savaient-ils ce qu'ils faisaient ou s'agissait-il d'un hasard génial? La vérité est que les Romains maîtrisaient déjà des techniques sophistiquées de coloration du verre, utilisant des oxydes de cuivre, de manganèse, de cobalt et d'autres minéraux. Cependant, la dispersion uniforme de particules métalliques à une telle échelle n'avait jamais été observée avec une telle précision dans un autre objet romain. Cela suggère que soit les artisans atteignirent cet effet par expérimentation, au moyen d'essais et d'erreurs, soit qu'ils disposaient d'une connaissance plus profonde des matériaux. L'iconographie de la coupe renforce le mystère. Lycurgue, vaincu par les vignes, renvoie directement à l'univers du vin, et c'est justement le vin que la coupe évoque en passant du vert au rouge. Cet effet ferait-il partie du symbolisme recherché? Lors des banquets romains empreints d'ostentation, une coupe changeant de couleur impressionnait assurément les invités et conférait du prestige à l'hôte. Il est possible que la coupe de Lycurgue ait été utilisée dans des contextes cérémoniels ou lors de fêtes aristocratiques servant à la fois d'objets utilitaires et de symboles de statut, d'érudition et de pouvoir. Faute d'archives écrites, cependant toutes ces interprétations demeurent au stade d'hypothèse. D'autres fragments de verre romain présentant des effets similaires ont été découverts, mais aucun n'atteint le même degré de sophistication technique et de conservation. Cela fait de la coupe de Lycurgue un objet véritablement unique, un témoignage silencieux de l'ingéniosité des verriers romains
qui s'avère peut-être plus que nous ne l'imaginons. Aujourd'hui, cette coupe extraordinaire intrigue non seulement les archéologues et les historiens, mais aussi les spécialistes des matériaux et les ingénieurs optiques. Elle nous rappelle que l'art et la science ont toujours cheminé côte à côte, même dans les temps les plus reculés, et qu'il reste encore beaucoup à apprendre du passé. Les techniques modernes, comme la microscopie électronique et l'analyse par rayons X, révèlent des détails impressionnants sur sa composition et son processus de fabrication. Des chercheurs ont déjà identifié les proportions exactes de nanoparticules d'or et d'argent, démontrant que les artisans romains manipulaient ces métaux à des niveaux extrêmement fins afin d'obtenir l'étonnant effet dichroïque. Mais les méthodes spécifiques utilisées pour créer ces nanoparticules ne sont pas encore totalement comprises, et une partie du procédé reste enveloppée de mystères. Ce calice singulier continue de provoquer des débats entre historiens, archéologues et spécialistes des matériaux, tous fascinés par son raffinement technique et par les implications culturelles et technologiques qu'il porte. Même après des décennies d'études, la coupe de Lycurgue conserve une grande part de son mystère, demeurant un legs silencieux de l'ingéniosité artistique et scientifique de la Rome antique. En définitive, cette pièce représente une combinaison rare d'art et de science ancienne. Elle n'est pas seulement un joyau de la verrerie romaine, mais aussi un indice que la connaissance des matériaux et de leurs propriétés optiques pouvait être bien plus avancée que nous ne le supposions. Même si les détails complets de sa création ne viennent jamais à la lumière, la coupe continue d'intriguer, d'inspirer et d'enchanter, un véritable témoignage du génie romain. La carte de Piri Reis. La carte de Piri Reis est l'un des artefacts les plus impressionnants de la période des grandes découvertes, réunissant à la fois des données historiques concrètes et des énigmes qui défient encore aujourd'hui les spécialistes. Créée par l'amiral ottoman Ahmed Muhiddin Piri, connu sous le nom de Piri Reis, elle constitue un témoignage remarquable de la tradition cartographique de l'Empire ottoman, révélant une profonde connaissance nautique, une curiosité universelle et une capacité à intégrer des informations issues de diverses cultures. Produite en 1513, la carte a survécu partiellement. Dessinée sur un parchemin en peau de gazelle et mesurant environ 90 sur 63 cm. Elle montre, avec un degré surprenant de précision pour l'époque, des parties de l'Atlantique, des portions des côtes occidentales de l'Europe et de l'Afrique, ainsi que les Caraïbes et le littoral sud-américain. Son fragment fut redécouvert en 1929 dans les archives du palais de Topkapi, à Istanbul. D'abord négligée, elle ne gagna que plus tard la reconnaissance pour sa valeur historique et géographique. Piri Reis déclara avoir fondé son travail sur une collection de cartes anciennes, à la fois européennes et arabes, dont certaines, selon lui, remonteraient à l'époque d'Alexandre le Grand. Ces originaux se sont perdus avec le temps, augmentant le mystère autour de ces sources. Le niveau de détail de certaines zones, comme la côte atlantique de l'Amérique du Sud, dépasse celui des cartes européennes contemporaines et suscite des interrogations sur les informations utilisées. La portion la plus controversée montre une masse terrestre au sud, interprétée par certains comme l'Antarctique, curieusement avec des contours semblables à ceux de la côte subglaciaire, seulement connue plusieurs siècles plus tard. Cette possibilité a engendré des théories allant d'erreurs de compilation à l'accès à des cartes bien plus anciennes, issues de civilisations avancées et inconnues. Plus vraisemblablement, des chercheurs suggèrent que la portion sud de la carte représente une version déformée de l'Amérique du Sud ou le résultat d'interprétations erronées d'archives portugaises. Néanmoins, la précision d'autres régions impressionne, menant à l'hypothèse que Piri Reis ait utilisé des cartes nautiques capturées sur des navires européens ou obtenues par les réseaux commerciaux ottomans. Des notes écrites en marge révèlent que Piri Reis eut accès à des documents utilisés par Christophe Colomb, possiblement obtenus lors d'affrontements navals avec les Espagnols. Outre les détails géographiques, la carte comporte des illustrations d'animaux exotiques et de créatures mythologiques, reflétant la fascination de l'époque pour les nouveaux mondes. Bien que certaines théories plus audacieuses suggèrent des influences de civilisations perdues comme l'Atlantide, la majorité des historiens considèrent ces interprétations comme spéculatives. L'origine de son savoir se trouve probablement dans des sources aujourd'hui disparues ou dans des récits de marins non documentés. Aujourd'hui, le fragment conservé est préservé au musée du palais de Topkapi
et est considérée comme l'une des plus grandes réalisations cartographiques du monde islamique. Des études modernes continuent d'explorer sa précision, sa composition et son contexte culturel, à la recherche d'indices pour percer les énigmes qui l'entourent.